Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est notre deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et nous donnerons donc une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce matin avant de recevoir notre invité, professeur Aoukou, qui est déjà avec nous en studio. On va évoquer un sujet assez intéressant, vous le verrez tout à l'heure. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est mardi 11 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans les caisses qu'on l'a dit tout à l'heure. On sera au téléphone tout à l'heure avec le patron du site togobreakingnews.info, c'est Didier Assoba qui sera avec nous. Et puis après, vous prendrez aussi la parole à la suite de notre invité pour peut-être l'interroger également. Vous restez avec nous, il est 7h15 sur la radio Taxi FM Le Bay. Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Médium. Le confrère parle de la politique de l'Assemblée nationale en faisant réagir un professeur Ounaki. Les députés évoluent sous la 5e République, dit-il. Alors, pourquoi? Tout ça, ce débat-là, quand vous aurez donc à lire l'article dans le journal Le Médium, vous aurez les détails sur donc, ce sujet. Diplomatie, tirer le meilleur parti de la Corée du Sud. Le confrère évoque donc le sujet. Il y a d'autres sujets également à l'intérieur du journal que vous pouvez donc découvrir. C'est le journal Le Médium dans le kiosque ce matin. Il y a le journal L'Audience qui est aussi dans le kiosque. Les dispositions transitoires à connaître sur de la 4e à la 5e République. Les dispositions transitoires à connaître. Le confrère revient sur le sujet. C'est à la page 3. Préfecture de Dangpen. Le nouveau poste de péage de Diabignon mise en service. Le confrère revient sur le sujet. Forces armées togolaises, les militaires sommés d'abandonner les jeux de hasard et les placements illégaux. Le général Alare Dimini dicte sa loi, écrit donc le confrère. Office togolais des recettes, les opérations de paiement des taxes reprennent à l'UTB et à IB Bank. Le journal aborde clairement le sujet. Je ne vous en dis pas plus, vous achetez le journal L'Audience et vous avez le détail là-dedans.
Alors, on me signale que notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site togoburkinews.info. Nous sommes au téléphone avec Didier Assoba. Bonjour Didier. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices, auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord évoquer une situation dans le domaine de la santé. Les médecins gynécologues de 19 hôpitaux lèvent la voix. Ils ont quel problème, Didier? Ils ont un problème de ce qu'il y avait déjà un problème qui leur cause à eux, à leur tour, donc un sérieux souci aussi. Oui. Il y a quelques semaines déjà, 2-3 semaines, on en avait parlé, on avait dit que des paramédicaux, 70 paramédicaux opérant dans 19 centres hospitaliers du Togo, avaient décidé de suspendre les interventions chirurgicales, notamment les opérations de césarienne et toute autre opération chirurgicale qui s'avérait nécessaire dans ces centres-là hospitaliers. Et donc, parce que ces médicaux, ces paramédicaux qui venaient donc en appui aux médecins gynécologues, donc dans les interventions chirurgicales, pour les aider donc à faire les césariennes des fois à leur place, parce que il y a moins de chirurgiens ou médecins gynécologues dans ces centres-là. Ces paramédicaux donc qui n'avaient pas de statut fixe et ils n'avaient pas de couverture et qui n'avaient pas non plus de reconnaissance officielle et qui demandaient donc à l'État de clarifier leur situation parce qu'il arrive des fois à ce que des opérations ne tournent pas bien et que ces paramédicaux soient accusés. Donc depuis bientôt 3 semaines, ces paramédicaux ont cessé ces interventions chirurgicales dans ces 19 centres hospitaliers du Togo, donc c'est de Lomé jusqu'au nord du pays. Et donc la charge qui était naturellement à la charge des médecins gynécologues est devenue un peu plus lourde pour ces médecins-là. La pression et l'affluence également, et du coup jusqu'aux hôpitaux où il y a des chirurgiens gynécologues comme le CHU par exemple, il y a un débordement. Ils sont débordés, essoufflés, donc ils disent d'ailleurs qu'il y a également un malaise physique et psychologique dans ces hôpitaux, et parce que vous voyez, s'il y a plus de monde et il y a moins de personnes pour intervenir et pour agir également, surtout qu'on parle des interventions chirurgicales, c'est beaucoup de pression et beaucoup de difficultés également dans ces centres-là, et donc ces médecins gynécologues qui n'en peuvent plus donc demandent à ce que les autorités sanitaires du Togo essayent de trouver une solution avec les paramédicaux, afin que ces paramédicaux reprennent du service, reprennent donc les interventions chirurgicales pour les sauver un peu, pour les aider un peu à ne pas avoir donc un trop-plein dans les centres où il y a de médecins gynécologues. Donc ils ont lancé cet appel-là. Ils ont d'ailleurs envoyé un courrier dans ce sens donc aux autorités, notamment au ministère de la Santé et aux responsables des hôpitaux également. Donc du coup, voilà à peu près de ce dont il s'agit actuellement au niveau de ces 19 centres hospitaliers du Togo où les paramédicaux donc depuis le 21 mai dernier ont cessé donc de faire des interventions chirurgicales, d'aider à faire les césariennes et autres opérations, parce que ils avaient demandé à ce que l'État clarifie leur situation et que l'État leur fasse clairement on va dire, clarifie leur situation, les reconnaître en tant que tels, afin qu'ils soient naturellement couverts par l'État et par ses services, au cas où il y aurait des difficultés, qu'ils ne soient pas poursuivis et tout ce qu'il peut constituer de sécurité en matière de tests et également en matière de fonction de médecins dans les hôpitaux publics du Togo.
D'accord, très bien. On a compris. En tout cas, on lira l'article pour plus de précisions donc sur votre site togobreaknews.info. Vous parlez également des cotonculteurs hein, et vous évoquez la brouille. On en a parlé un petit peu ici hier avec Narcisse Prince Abodjan. Vous évoquez clairement aussi cette brouille-là entre les cotonculteurs et le groupe Olama. Oui, vous avez suivi cette sortie-là des cotonculteurs. Ils avaient déjà prévu de manifester bruyamment donc dans les rues du Togo il y a une semaine avant de se raviser suite à certains conseils ont-ils dit, mais pour ces cotonculteurs-là il faut clairement que le groupe Olam quitte le secteur du coton du Togo et laisse les cotonculteurs et l'État togolais gérer le secteur, parce que pour eux la venue donc du groupe Olam n'a rien arrangé depuis 2020 et c'est plutôt pour eux c'est plutôt un échec total, cette forme de privatisation qui a amené l'État à confier le secteur cotonnier donc au groupe Olam. Donc les cotonculteurs accusent le groupe Olam d'abus de pouvoir, de montage financier douteux, de rapatriement illicite de fonds de la nouvelle société cotonnière du Togo. Ils ont également parlé de le groupe Olam qui refuse de tenir des réunions impliquant des cotonculteurs. Et il y a également le problème de la vente du coton même. Ils accusent le groupe Olam de n'avoir jamais associé l'État et les cotonculteurs à la vente à l'international afin de tirer plus de bénéfices. Et puis pour ne rien arranger, les cotonculteurs accusent donc le groupe Olam d'avoir acheté donc lui-même le coton togolais et de le revendre et après de dire finalement qu'il y a une dette de 14 milliards que l'État togolais et les cotonculteurs doivent payer dans le compte de la NSCT, ce qui est on va dire inacceptable pour les cotonculteurs qui ont dit avoir saisi le chef de l'État et donc avoir demandé au chef de l'État de veiller à ce que le groupe Olam quitte directement le Togo. Si les autorités décident de ne pas faire quitter le groupe Olam, donc ils ont quand même posé quelques exigences que l'État devrait prendre en compte. Ils ont dit que il faut mettre en place des mesures correctives qui devraient permettre justement au secteur cotonnier du Togo de reprendre comme avant. Donc ils exigent la création d'une interprofession avec un secrétaire permanent donc de l'État. Ils exigent la nomination d'un directeur opérationnel qui devrait avoir des techniciens autour de lui. Ils demandent la création également d'un fonds de soutien à la filière cotonnière ou encore la mise en place d'un comité de régulation et une gestion donc pour un comité de gestion donc de la filière cotonnière ou encore la nomination d'un DG, d'un directeur général de la NCT qui doit naturellement être un Togolais et non un expatrié nommé par Olam. Donc, on sait que ces griefs-là, ces réclamations ne peuvent être possibles que lorsque le groupe Olam ne sera plus majoritaire à la tête donc de la NCT. Et donc, on attend de voir comment est-ce que l'État togolais réagirait à une telle exigence des cotonculteurs qui également déplorent la gestion que fait le groupe de ce secteur, qui fait que il y a eu tellement de démotivation dans le rang des cotonculteurs. Il était avant l'arrivée du groupe Olam au Togo quelques 173 000. Aujourd'hui il n'y a que 83 000 cotonculteurs dans le secteur. Ce sont plus de 70 000 donc ont abandonné la culture du coton. Ce qui ne présage pas d'un bon avenir pour le secteur cotonnier togolais. Donc voilà, tous les griefs portés contre le groupe Olam
avec qui les cotonculteurs ont maillé à partir maintenant. Les regards sont maintenant tournés vers l'État togolais et surtout le chef de l'État qui a été saisi d'une lettre des cotonculteurs. On attend de voir dans les semaines à venir s'il y aura véritablement une réaction officielle à ce sujet. Oui, bien sûr. Et puis hier, dans la foulée dans une note d'information, le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo s'est montré assez menaçant. On pourrait revenir sur le sujet un peu plus tard, mais juste un mot avant de vous laisser partir, Didier, sur les inondations. D'ailleurs, ce matin, le temps n'est pas trop bon. La météo dit qu'il se peut qu'il y ait encore des pluies à Lomé dans la maritime, si vous voulez, de façon générale. Mais pendant ce temps, le gouvernement togolais, Didier, évoque les évacuations pour une première fois, clairement. Hein. Oui, le gouvernement a demandé aux populations de se préparer. Vous savez que les inondations, ça continue de se généraliser un peu partout, donc dans la zone du Grand Lomé, mais également à l'intérieur du pays. Bien sûr. Et donc les autorités ont demandé aux populations de se préparer pour d'éventuelles évacuations au cas où les pluies deviennent encore plus abondantes et que les inondations continuent de plus belle dans ces quartiers. Parce que là, la situation actuelle, les bassins de rétention d'eau n'en peuvent plus et donc on sait que systématiquement ces bassins-là relâchent de pluie et qui inondent les maisons environnantes. Donc la solution envisagée par l'État, c'est de préparer, d'en appeler à la préparation psychologique des populations pour d'éventuelles évacuations au cas où les gens sont inondés et il faut que l'État intervienne. Par la même occasion, le gouvernement a également demandé à ce que les populations togolaises privilégient également, cherchent à obtenir les permis de construire avant de construire leur maison afin d'éviter peut-être dans les années à venir la situation qui prévoit actuellement. Ça constitue juste un rappel, mais la solution urgente trouvée par le gouvernement au-delà donc de pompage des eaux dans les bassins de rétention, c'est peut-être au cas où on n'en peut plus, on évacue les sinistrés vers des zones plus sûres, peut-être dans les écoles. Là on s'approche vraiment des vacances. Peut-être que les écoles pourraient nous aider à régler ça. Donc voilà à peu près ce que le gouvernement prévoit. D'accord, très bien, on a compris. En tout cas, on lira tout cela sur votre site togoburkinews.info. Il y a d'autres informations aussi avec les mises à jour qui arrivent dans les minutes et heures sur votre site togoburkinews.info. Merci beaucoup Didier Assoba. Merci Eric et on va dire bonne suite de l'émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Bonne journée. Et on vous raccompagne avec ce morceau de Omabi. Nous avons une pensée pour sa famille ce matin. Ametak Bola. Et pour vous raccompagner, Didier, écoutez ça. Dico, vede caulato a zonco e non menti io mi la fuanti tutti i non siano quei beccame abe daghe mi appio non a me la che trovo job besoin go me ganko a hoto poro yeri sukulu nunya ago me nunya throwing bodome go we go me ase no go me you are wonderful don't act like a fool no condition is permanent jagwa. Voilà, Ametak Bola de Omabi sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avant de recevoir notre invité, professeur Kokou Aoukou, qui est donc avec nous. On va évoquer un sujet assez particulier. Ce sujet concerne le Togo. Tout à l'heure, on sera connecté sur notre compte TikTok. Donc pour que ceux qui sont à la maison aussi
puisse vivre cet échange en live. Mais avant, il y a le journal Vision d'Afrique qui est dans le kiosque. La Cour de justice de la CEDEAO se rend davantage accessible. Les acteurs judiciaires francophones se familiarisent avec l'outil CMS à Lomé. Vous lirez l'article à la page 7 pour les précisions sur le sujet. Extrémisme violent. Depuis, la Corée Fort Gnassingbé appelle la jeunesse africaine à cultiver de bonnes valeurs. L'article c'est à la page 3. Un autre sujet également, c'est sur cette semaine de l'intelligence artificielle 2024 qui a eu lieu donc à Lomé la semaine dernière. Retour sur une semaine unique, écrit notre confrère qui fait parler Dr Malik Amouzou, le président du CONIA. L'Afrique, par le biais du Togo, peut devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Les détails donc sur ce sujet-là, c'est à lire dans le journal. Puis, tournée nationale du ministre Awate Odabalo, le ministre de l'administration territoriale renvoie les conseillers régionaux à la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Les détails sur tous ces sujets-là, c'est à lire dans l'hebdomadaire Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Alors, il y a aussi le journal Écho du Monde qui est aussi dans le kiosque, je crois, depuis la fin de semaine dernière, mais que vous pouvez toujours avoir chez vos marchands de journaux. Je fais un compte donc à notre confrère, ce bimensuel d'actualité togolaise et mondiale qui titre sur la République centrafricaine. Le président Touadéra revitalise sa diplomatie à travers le monde. Vous lirez l'article pour les précisions. Autre sujet, Togo, règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Brigitte Adjamagbo, seul contre tous, explique donc les raisons de son désaccord. Vous lirez l'article à la page 7 du journal. Mais Mounatou Ibrahimon, élu à la tête du Parlement de la CEDEAO. Il y a d'autres sujets également, surtout cette interview de Célestin Compaoré qui parle de l'ONG JPIEGO, je crois avoir bien prononcé, du projet Access collaborative et des crises humanitaires en Afrique de l'Ouest. Et les détails de tous ces sujets-là, c'est dans le journal Écho du Monde dans les kiosques. Voilà, ce journal va passer presque une semaine dans les kiosques. Voilà. Alors, je vous dis, dans les kiosques ce matin, vous pouvez trouver le journal La Vision d'Afrique. Il y a l'audience qui est aussi dans les kiosques ce jour. Il y a le Médium. Voilà donc les journaux que vous pouvez avoir dans les kiosques. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site togobreakingnews.info. Il est 7h35 ici dans tous nos studios à la radio Taxi FM Lomé. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en éveil du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en éveil, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La
gare routière. De l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Nyagbloi Crio Francis Dae Liang Fude Yeyi Yame Nyajojo Nu So Joda Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye du Kome Nyajojo Le Vegbeme Amekpepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijipe Nu Semosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome pakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignon-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Le Meilleur. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30 et notre invité ce matin est avec nous. Taxi Media Show, 10 minutes pour trancher. On fera plus de 10 minutes pour mieux comprendre afin de trancher. Et comme a annoncé notre invité ce matin, c'est le professeur Kokou Aoukou. Il est universitaire, ancien secrétaire général du CES. Il est avec nous pour évoquer et parler beaucoup plus, pour tout dire, du Togo. Bonjour professeur, vous rapprochez un peu le micro de Bonjour Eric Gato. Comment allez-vous? Assez bien chez vous? Tout va bien. D'accord. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, vous avez organisé hier au niveau du César, où vous avez eu beaucoup de chance que vous ne soyez pas dispersés, parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps des gens se regrouper et donc dispersés. Vous faites partie donc d'un groupe d'universitaires de la société civile qui souhaitent réfléchir pour le Togo. Alors, d'abord, qui êtes-vous en réalité? Tout à fait, comme vous l'avez dit, nous sommes des universitaires. Nous sommes un peu comme la météo. D'accord. Sociale. Nous avons des prévisions, nous analysons ces prévisions, nous attirons l'attention et nous essayons d'apporter, si nécessaire, les solutions éventuelles qu'on peut envisager dans pareille situation. Et si on rapproche cela à ce que nous avions fait récemment, nous avons, à travers des pétitions, saisi le chef de l'État pour le situer sur les risques que comporte l'évolution dans laquelle s'est engagé le Togo et l'impasse dans lesquelles on va s'enfermer. Malheureusement, les choses n'ont pas été prises au sérieux. Bon, mais comme les inondations, là aussi, au point social, les inondations sociales nous ont rattrapés et nous avons estimé qu'en tant qu'universitaires, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons continuer par faire notre devoir citoyen et aider à trouver les meilleures solutions pour l'avenir. Alors, je voulais qu'on s'entende très bien, qu'il y ait une compréhension, enfin, qu'on fixe les règles du jeu. Ce que j'ai envie de savoir, vous n'avez pas d'influence extérieure de quelque chapelle politique que ce soit? Non. Pourquoi voulez-vous que ce soit sous influence? Je suis togolais, j'ai bénéficié des droits et en tant que citoyen, j'ai été à l'école, j'ai acquis des connaissances. Pourquoi ne pas servir les miens et les aider, les accompagner? Pourquoi ne pas s'engager avec eux, leur proposer des solutions, quitte à ce que ça puisse se faire? Vous savez, la société a toujours des relais pour ce genre d'opération. Okay. Nous avons les médias. Il faut s'exprimer. Bien sûr. Le citoyen doit s'exprimer. Et c'est dommage que sur les médias d'État, on ne donne pas la parole aux citoyens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des lieux où on peut le faire, notamment les états généraux, les réunions, etc., organisés pour recueillir la vie du citoyen. Mais là aussi, il y a des problèmes pour communiquer avec le citoyen. Et donc, nous sommes enfermés dans un système pavillonnaire. C'est un peu comme un bateau que nous avons hérité de la colonisation. À deux niveaux. Il y a un pavillon dans lequel se trouvent
les gouvernants, la classe politique, tout ce qu'on peut trouver de mieux, dans laquelle la masse, le peuple, celui qu'on appelle le citoyen lambda, qui attend des solutions venant du pavillon. Oui. Or, l'accès au pavillon n'est pas facile. Et nous, en tant qu'universitaires, c'est que nous ne sommes ni au pavillon, ni dans les cales. Et nous avons aussi l'avantage de pouvoir sortir, aller voir, aller étudier, voir ce qui se passe ailleurs et revenir dire ce que nous pensons de ce qui va de ce qui peut être les risques pour notre rafio dans sa progression. Alors, et donc, c'est un peu cette posture-là qu'il faut trouver en nous. Ce n'est pas de dire qui est derrière, qui n'est pas derrière. Non, c'est pas ça. Et souvent, au Togo, quand quelqu'un prend la parole, on a envie de voir ça. Donc, je voulais que ce soit clair. Et justement, c'est ce paradigme-là qui nous piège. C'est-à-dire quoi? Nous pensons que le gouvernant, c'est celui qui est là et pour qui il a à sa merci ou à son service le citoyen. Alors que c'est l'inverse. C'est le citoyen, c'est la population, c'est le peuple. C'est lui qui donne les orientations, c'est lui qui choisit qui va mettre en œuvre sa vision des choses. C'est pourquoi dans la vision des choses qu'on décline dans un pays, ça ne se fait pas en interne. Je dis toujours ceci pour rire que le gouvernement n'est que au service du citoyen. Oui, alors si on change les paradigmes, ça fausse tout le débat sur la question. C'est pourquoi nous disons que quand on est face à des situations comme cette impasse-là, il faut revenir à la question de la citoyenneté. Le citoyen où? Et c'est ça, sa position, sa place. Il faut le lui accorder pour qu'il puisse savoir comment reprendre les rênes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la cale, on se rend compte que le bateau a des problèmes. Oui. Quand on va, on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe au pavillon. On voit des gens désemparés qui ne savent pas très bien où nous conduire. Et le risque, c'est quoi? C'est que nous voyons le récif. Eux, ils ne voient pas le récif. Et ils nous conduisent. Et c'est ça le danger. Et donc, il faut absolument que le citoyen prenne conscience et qu'il se dise, mais attention, si nous continuons dans ce schéma-là, avec ces gens qui sont dans un pavillon, peut-être avec des buées qui ne voient plus l'avenir devant eux, nous risquons d'aller dans le truc. C'est un peu ça la préoccupation. Il faut pas aller chercher à aller autre chose. C'est pourquoi nous disons que le travail doit être participatif, inclusif. Un citoyen, c'est un citoyen. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'origine, il est citoyen du moment où il est dans un pays et qu'il partage l'avenir. Ensemble pour proposer une nouvelle vision, et ça c'est dans un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo. C'est important les définitions. Nous on a appris ça finalement. Vous parlez de contrat citoyen. Tout à fait. Alors, c'est différent de contrat social. Exactement. Contrat social, c'est un peu la convenance qu'on fait entre des groupes pour pouvoir, ou des groupes sociaux pour pouvoir vivre ensemble. Nos pays ne sont pas passés par ces arrangements-là. Nos pays ont été des héritages. À partir de ce moment, nous nous sommes retrouvés par la force du crayon et des frontières coincées dans un milieu. Et maintenant, nous avons une organisation minimale qu'on nous a léguée à travers la colonisation, dont nous sommes héritiers. Et donc, comment faire pour que nous puissions nous reconnaître dans cette gouvernance-là, pour que nous puissions vivre ensemble, définir quelles sont nos priorités, notre vision de la vie en commun, nos priorités, et puis dire que sur ce minimum-là, il faut qu'on s'entende. Je prends juste un exemple. Allez-y. La sacralité de la vie. La vie est sacrée. La vie est sacrée. La vie du citoyen est sacrée. On ne doit pas y toucher. Si nous partageons cette vision des choses, cela suppose quoi? On doit prendre toutes les dispositions nécessaires. Je ne dis pas que le gouvernement va prendre toutes les dispositions. Nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça soit ainsi. Partout, que l'on ne touche pas à la vie du citoyen. Que quand un citoyen est menacé quelque part, que nous lui portions secours parce que c'est notre citoyen. Est-ce que vous voyez? Et donc ça change la façon de voir les choses. Et en ce moment, si dans notre pays nous pensons que il est menacé cette ville, elle est menacée cette vie-là, nous devons alors nous prononcer, nous dire et dire ce que nous pensons, mais de la façon ferme, en disant que cela ne peut pas faire l'objet de négociations. Voilà un peu juste un point. Alors, quel est l'objet de votre démarche aujourd'hui? Alors, vous,
ces universitaires, vous qui êtes dans les calmes et qui observez ce qui est dans les pavillons, quel est l'objet de votre démarche là? L'objet simple, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ok. L'intelligence collective permet au moins de recueillir de partout ce qu'on peut avoir comme idée pour conduire à trouver des solutions qui soient des solutions acceptées par tous. Vous voulez qu'on crée un agora? Un agora peut être sous ce format-là, mais que chacun s'implique en tant que citoyen, non pas avec un agenda quelconque, non. Okay. Et nous disons que... Ça, c'est important. C'est très important. Non pas pour des agendas individuels. C'est-à-dire que notre agenda sera l'agenda des citoyens togolais ou du Togo. Agenda Togo. Agenda Togo. Si le Togolais nous dit que par rapport à ce que nous avons décliné, l'urgence se trouve là, alors à partir de ce moment, il ne s'agit pas aux universités de se mobiliser. Il est convaincu lui-même, puisque c'est lui qui est partie prenante de cet agenda-là. Et il est prêt. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Les gens disent oui, nous disons ça, mais on ne nous écoute pas. Oui, mais est-ce que vraiment vous partagez ça, vous en avez fait un formalisme, vous avez défini ce que c'est, et à partir de ce moment, vous savez pourquoi vous allez vers cela. Vous voulez aller vers cela. Et vous savez alors que vous avez les moyens pour pouvoir y arriver. On nous dit, on n'a pas les moyens. Je dis non, c'est pas qu'on n'a pas les moyens. La disponibilité, c'est un moyen. Oui. Le temps, c'est un moyen. La vulgarisation, c'est un moyen. Mais il y a d'autres moyens que le peuple détient ou les citoyens détiennent et qui peuvent mobiliser dans cette marche-là vers cette vision-là qu'on s'est proposée. Parce que c'est cette vision-là qui est floue. Et les gens nous disent, bon, ben écoutez, on ne sait pas dans quel sens on va aller. Non, c'est une vision qui se construit ensemble. Elle ne se construit pas seule. Elle ne se construit pas par des hommes politiques qui ont leur agenda. Elle ne se construit pas par des hommes économiques qui ont leur agenda, etc. Ça se fait dans un consensus où on définit les meilleurs axes sur lesquels on va pouvoir agir pour pouvoir avoir un Togo serein pour nous tous. Alors, j'ai un pamphlet là, en main, que vous m'avez donné ce matin. Vous l'avez d'ailleurs dédicacé. Je vous en remercie pour cela. C'est un spécimen en tout cas. Et là-dedans, presque à la dernière page, il y a un serment que j'ai rapidement lu là, qui a retenu mon attention. Vous dites, je jure devant Dieu et les Togolais de me battre pour rendre effectif ce nouveau contrat citoyen en partageant les valeurs et les actions qu'il porte. Je m'engage à être solidaire de toute personne ou entité œuvrant à la réalisation de ce contrat. Par conséquent, je vais m'abstenir de tout propos ou acte visant à saper les bases de la dynamique unitaire conduisant à la réalisation de ce contrat, combattre toute forme de discrimination, œuvrer personnellement ou collectivement à la création du Togo nouveau. Tout à fait. Alors, quand vous dites ça, excusez-moi, mais oui, est-ce que vous avez envie qu'on réécrive l'histoire du Togo en réalité? Non, justement, puisque dans le document, nous sommes partis de l'histoire du Togo. Nous avions fait le contexte. On a repris sans vouloir faire de la discrimination. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Voilà, exactement. Les éléments clés qui constituent la trame de notre histoire. Nous sommes héritiers de cette trame-là. À partir de ce moment, nous ne faisons que construire le reste qui nous revient à nous, quitte à ce que nos descendants aussi continuent l'œuvre. En fait, c'est ça. C'est pas de partir de quelque chose. C'est que sur la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On convient du cap, on se donne les moyens, on se donne le délai et on arrive ensemble à réaliser cela. Mais que ça soit dans un consensus, c'est pas parce que c'est vous que l'idée ne va pas y se réaliser. Ce n'est pas parce que je suis là que l'idée... Non, il faut que nous puissions à travers cette vision se passer les uns des autres. Que n'importe quel citoyen togolais puisse s'approprier cette vision-là et se dire, je suis son porteur, je m'abstiens de considérer qui est mon vis-à-vis pour privilégier la réalisation de cette vision-là. Mais selon mes moyens, vous savez, une chose c'est toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte à mon pays. Et ça déjà, c'est une décision que vous prenez d'apporter en ce qui vous concerne
ce que vous pouvez apporter. Vous savez, il y a un procès qu'on vous fait tout le temps. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas m'en cacher. Hein, nous, les journalistes, on fait ce procès-là. Vous, les universitaires, vous ne parlez jamais. Vous ne prenez la parole sur quelque sujet que ce soit. Là, je pense que c'est la réponse du berger à la bergère ce matin, enfin depuis hier, lorsque vous avez organisé cette rencontre-là. Je l'ai perçue comme telle. Peut-être que je peux me tromper. Mais attendez, si vous prenez la parole publiquement, si vous sortez un document, si vous, les universités civiles, vous vous rassemblez pour réfléchir, ça veut dire que le problème du Togo, le mal, est profond. C'est ce que vous voulez me dire comme message? Que le mal du Togo aujourd'hui est profond. On en est arrivé là, à un point où, si vous ne parlez pas, vous aussi, vous serez responsable demain. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je suis un peu plus indiqué pour répondre à vos questions parce que j'ai eu une vie de journaliste avant d'être universitaire. Et donc, je sais ce que cela a comme élément de contrainte. Alors, ce que j'ai compris de l'université, et ça, c'est une opinion. D'accord. Partagez ça avec nous. C'est que l'universitaire, ou l'université, plutôt, est un cadre accepté comme étant un cadre qui est entouré de franchises pour développer toute forme d'idées pouvant aider à faire avancer les sociétés. Exact. Et c'est en ce sens que nous nous retrouvons à l'intérieur de ce cadre-là. Et dites-vous, dans certains pays, personne n'a le droit de dire ce qui doit se passer dans ce cadre. Sinon, la communauté qui est reconnue comme telle, et c'est pourquoi notre gestion est collégiale, elle n'est pas hiérarchique. Et quand on veut la transformer en une gestion hiérarchique, ça pose problème. Donc, nous sommes entre collègues, nous décidons des questions en rapport avec l'évolution, en rapport avec nos sociétés, etc., pour voir qu'est-ce que nous pouvons observer, qu'est-ce que nous pouvons retenir et qu'est-ce que nous pouvons faire comme proposition pour aller. Alors, là où le problème se pose, c'est que tout ce que nous disons là, si vous retournez dans les productions universitaires, vous allez voir trace de toutes ces solutions-là. Qui ont été proposées presque à plusieurs niveaux. Vous discutez entre vous en interne. Mais justement parce que, vous savez, la société ne s'est pas donné les moyens de dire, bon, écoutez, nous allons l'utiliser d'abord prioritairement pour pouvoir voir comment... Je vous donne un cas très précis. Allez-y. À un moment au Togo, la filière cacao a connu une chute drastique compte tenu d'une maladie. Et c'est l'université de Lomé qui a trouvé la solution pour relancer la production du café cacao au Togo. Et ces recherches ont permis de relancer la production. Ça, personne n'a jamais dit ça. Personne ne sait. Je vais vous donner un autre exemple. L'université de Lomé détient actuellement une expertise en matière de production de matériaux de construction basés sur un mélange de ciment et de sonde de riz. Ah bon? Qui permettent de stabiliser la température à l'intérieur des constructions. Si vous allez à l'université, allez à l'INSI, demandez le laboratoire de l'INSI. Il est construit entièrement dans ce système-là. Donc, vous voyez, donc il y a tellement de choses qu'on peut évoquer ici. Toute la semaine, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour les évoquer, y compris les problèmes sociaux. L'histoire de notre pays, comment elle est écrite, comment est-ce qu'elle est enseignée, quels sont les problèmes que cela enseigne. Donc, vous voyez, l'université, c'est comme ça. Mais malheureusement, on voit débarquer chez nous des gens qui, sous prétexte qu'ils ont des connaissances plus avérées ailleurs que chez nous, et qui font du copier-coller. Et c'est ça qui nous dévie. Autrement, ces problèmes-là, on les aurait maîtrisés en interne. C'est pourquoi nous disons que nous, aujourd'hui, universitaires, nous allons faire sortir plus ou moins de notre franchise pour pouvoir nous adresser aux nôtres, pour leur dire, il y a des pistes, il y a des voies, il y a des solutions. On peut les envisager, mais à condition que ce ne soit pas sous l'effet d'une personne, je ne sais pas moi, qui descend du ciel. Non, c'est nous tous. Vous nous avez payé, nous avons été à l'école, nous avons des solutions, alors nous vous les proposons. Allons-y. Si nous allons les construire ensemble, nous allons vous montrer la démarche et nous allons les construire ensemble. Mais attention, nous les défendons ensemble. C'est ça. Nous les défendons ensemble. Il n'y a pas question. Si demain, Monsieur Eric Gator est censé
pouvoir défendre une partie ou mettre en opérationnalisation une partie de cette vision-là. Mais pourquoi il s'abstiendrait? S'il n'est pas là, un autre peut le faire à sa place. Exactement. C'est ça qu'il faut avoir comme posture. Alors, je crois que le Sénégal à côté nous a donné suffisamment l'exemple. Il n'y a pas d'homme irremplaçable. Hein. On peut remplacer à tout. Alors, l'idée aussi, en vous écoutant et en jetant un coup d'œil sur quelques pages déjà rapidement, c'est de faire renaître l'espérance au Togo. Tout à fait. Alors, quand vous le dites ainsi, ça veut dire que nous sommes aussi arrivés, je l'ai dit tout à l'heure autrement, tout à l'heure. Oui. À désespérer. Non, franchement, j'ai l'habitude de suivre les collègues journalistes. Quand je dis les collègues journalistes, c'est par rapport à mon passé. Et donc, avoir un peu le travail que vous abattez et tout ce que vous recueillez. Mais à un moment donné, nous avions envie de vous proposer une assistance psychologique. Parce que quand vous écoutez trop les drames, finalement, ça a un effet sur vous. Si. Hein, ça a un effet sur vous. Quand vous êtes témoin de certaines choses, ça a un effet sur vous. Et donc, il faut absolument que nous puissions vous reconnaître que, effectivement, ce que vous encaissez est énorme. Et c'est sur la base de ces complaintes, de ces plaintes, qui reviennent pratiquement et qui sont, je dirais, constantes. Et qui se rééditent à chaque moment quand nous disons attention. Il faut que nous fassions preuve de rigueur pour que nous ne nous enfermions dans un système que j'appelle un processus de haïtisation. Vous connaissez le Haïti? Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand le citoyen est désespéré et qu'il ne voit pas, c'est ce à quoi on assiste. Mais le chaos s'installe parce qu'il a envie, il n'a plus confiance en personne. Il a envie de se protéger. Et en ce moment, on va dans des dérives. Il faut absolument que nos pays fassent attention. Moi, je dis à la limite, ce qu'on observe ici et là doit attirer notre attention. Quand celui qui est censé détenir l'autorité ou ceux qui sont censés détenir l'autorité deviennent plus ou moins des gens qui nous sont coupés de la base, alors tout ce qui se passe, c'est des drames. C'est des drames. Aujourd'hui, dans certains pays, il serait difficile de ramener des schémas anciens parce que les gens ont poussé trop loin, si bien que d'autres personnes ont décidé de se prendre en charge. Et ils le font avec leurs moyens, malheureusement. Est-ce qu'il vous arrive aussi de porter un jugement sur la gouvernance de ce pays? La question même de la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Déjà, je peux vous retracer dans l'histoire les péripéties qu'il y a eu. Des universités ont été arrêtées dans ce pays, des universités ont été bâillonnées dans ce pays, des universités ont été contraints à l'exil, des universitaires. Mais ils n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais renoncé. Ils reviennent toujours à la charge parce que ce n'est pas soutenable que vous puissiez connaître les problèmes de votre pays et garder le mutisme. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je vais vous parler franchement ce matin, c'est que nous sommes un microcosme où la plupart du temps, on vient chercher des individualités pour pouvoir gérer le pays. Oui, parce qu'il y a plein qui ont quitté votre milieu. Vous vous rappelez, il y a une année où 9 ministres ont été des universitaires, ont été associés au gouvernement. Alors, quand finissent leur mission, où est-ce qu'ils reviennent? À l'université. À l'université. Exactement. Ils reprennent leur place. Nous sommes toujours ensemble avec eux. Nous les écoutons. Et nous voyons, nous, que en fait, ce n'est pas ce que nous croyons. Nous avons toujours vu des gens qui étaient en capacité de faire ceci, de faire cela, etc. Et qui viennent se plaindre comme vous. Vous dites, mais attendez, vous, à un moment donné, vous avez eu au moins la signature de la décision. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, mon ami? Il dit, Et c'est là où il y a une sorte d'ambivalence de comportement qui est en train de naître chez le citoyen togolais. Je dis, si aujourd'hui, je ne peux pas faire quelque chose et qu'on me commet de le faire, je dis, excusez-moi, je n'ai pas les capacités de le faire. Si je m'engage et que je n'arrive pas, le minimum, c'est de reconnaître que je ne peux pas le faire. Merci, démission. Si nous arrivons à accepter que ça soit la règle ou le commun de nos comportements, à partir de ce moment, on va avancer plus rapidement. Parce que le drame, c'est de croire qu'on peut faire
et on vous fait confiance. Arrivez là, vous n'arrivez pas à le faire. Et vous vous accrochez en disant, bon, ben, qu'à cela n'advienne, c'est pour la vie. Mais vous plongez toute une partie de la société dans le désespoir. Alors, comment régler ce problème? On va continuer par échanger autour de ce sujet-là, puisqu'il est 8h, presque 2 minutes sur la radio Taxi FM. On marque une courte pause. Lorsqu'on sera de retour, on va aborder d'autres aspects donc, de votre réflexion avec vos collègues universitaires de la société civile, puisqu'il y a eu une rencontre hier donc, qui, avec la presse, on a eu l'occasion de vous écouter longuement, de comprendre le fond de votre pensée. Alors, je voudrais préciser ceci. Allez-y. Je voulais préciser ceci. En fait, nous nous sommes retrouvés juste pour formaliser quelque chose que nous avons cru entendre des citoyens. À partir de ce moment, nous leur proposons un cadre en leur disant, regardez, c'est ce que vous dites, essayez de l'alimenter pour en faire une vision pour vous. Et dites dans ce document-là, c'est pourquoi nous avons donné une adresse où toute personne qui se sent concernée par un aspect du problème puisse dire, moi je peux contribuer à faire ça, je peux apporter une expérience à ça, je peux dire ça, je peux faire ça. À partir de ce moment, c'est de l'ingénierie, hein. On essaye de voir un peu comment on peut mettre en place. Sociale. Tout à fait, comment on peut mettre en place des groupes pour pouvoir approfondir des questions et pouvoir en extraire un projet commun pour le citoyen, un projet du citoyen, quitte à ce que, quelle que soit la personne qui aura les moyens, le mettre en œuvre. C'est au bénéfice du Togo. Nous n'en faisons pas un privilège en disant que c'est nous qui le portons. Non, nous ne sommes que les outils pour réaliser cette vision-là. Voilà un peu ça. On marque une courte pause. Lorsqu'on sera de retour, on reprendra la parole. Et puis après, on donnera aussi la parole aux auditeurs autour de 8h15, 20 minutes, pour vous poser des questions ou apporter des réflexions sur ce sujet-là. Vous restez avec nous. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de mannequin. Hein? Nous mais quand de la famille, La Paire nous va dire couver du dos, on va aller pas nous dos. Novi, kotoku et assis ke pour watchi La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM.
Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Notre invité ce matin, c'est le professeur Kokou Aoukou, professeur à l'université, universitaire, avec ses collègues qui ont créé un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo. Oui, attendez, il ne faut pas confondre les choses. Contrat citoyen au Togo, et c'est très important. Alors, professeur, ce document, j'ai eu l'occasion très rapidement, j'ai eu une capacité de pouvoir faire passer les choses rapidement. Je me rends compte que c'est un document assez important. Alors, que faites-vous en réalité pour sa vulgarisation? Oui, donc le premier niveau, c'est d'abord le fait de le rendre public, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Ensuite, nous avons laissé aux citoyens la possibilité de pouvoir le collecter sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'à travers le support dur que nous allons mettre à la disposition des citoyens, le traduire. Ah, c'est important. C'est très important pour nous. Donc, nous estimons que si quelqu'un peut faire quelque chose pour le Togo et qu'il peut le faire sans contrepartie, c'est de nous aider à traduire le document là pour qu'il soit lisible dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Ça, c'est la chose. Autre chose, nous l'avons mis sous forme de e-book, lisible de partout, pour que même nos partenaires extérieurs comprennent les vrais enjeux qui sont les nôtres. Pour que même quand vous êtes sollicité de l'extérieur, que vous voulez venir au Togo, que vous connaissiez la vision des citoyens, la vision citoyenne dans le pays. Et puis, la commande publique qu'on vous fera sur une question donnée, savoir où est-ce que vous pouvez situer votre action. Oui. C'est très important parce que la plupart du temps, les partenaires nous remettent des moyens. Quelle gestion nous en faisons? Est-ce que c'est réellement ce que les citoyens voudraient? Oui. C'est pour ça qu'on est à l'échange. Donc, il y a toutes ces questions-là. Alors, je reviens sur un aspect très important. C'est que nous estimons que c'est cette vision que nous n'arrivons pas à avoir le temps nécessaire, les moyens de pouvoir décliner ensemble, qui fasse consensus, qui fait que chacun va dans tous les sens avec tous les moyens. Sur la question électorale, par exemple, nous parlons de quoi au juste? Vous ne pouvez pas, dans un même type de compétition, avoir des règles en fonction des intérêts des uns des autres. Ça ne marche pas. Ça ne marchera ni aujourd'hui, ça ne marchera ni demain. Tant que vous jouez rugby et que l'autre, quand il joue le basket, ça ne marchera pas. Soit c'est un match de rugby, ou un match de foot, ou un match de basket. Soyons-nous d'abord, comprenons-nous bien, dites-nous que à cette occasion, nous allons jouer au basket. À partir de ce moment, voilà la règle. Et chacun se conforme à ça. Nous jouons et nous avons. Et personne ne perd. Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, c'est qu'il a perdu. Et qu'il gagne parce que le jeu a été franc. Et donc, rien que sur ces questions-là, voilà comment est-ce que une vision non partagée peut avoir des conséquences incalculables pour un pays. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas donner une vision. On ne sait pas donner des éléments de contrainte à nous-mêmes et aux autres avec qui nous sommes. Nous ne sommes pas partagés. Nous parlons sans nous écouter. C'est ça le vrai problème. Nous parlons sans écouter. Chacun voit derrière l'autre quelqu'un qui le manipule, etc. J'ai rien à foutre. À mon âge, je n'ai pas besoin d'être manipulé. Je ne veux qu'être manipulé par moi-même. Et par conséquent, j'estime que quand même, je n'ai pas que des droits au Togo. J'ai des devoirs. Et déjà, le fait d'être dans mon métier, de le faire avec beaucoup d'aisance et de pouvoir avoir les résultats que déjà ça et si je peux encore apporter, je apporterai. Moi, je souhaiterais par exemple que tous les Togolais, ensemble, nous mettons à l'école. Alors, quand vous dites qu'il faut qu'ensemble, tous on se mette à l'école, ça voudra dire que et ceux qui nous dirigent, et ceux qui aspirent à nous diriger demain, et tous ont échoué aujourd'hui, il va falloir repenser le Togo de demain pour nos enfants, nos petits-enfants. Tout à fait, tout à fait. Comment apaiser ce pays-là? C'est dans le climat, vous en avez parlé. Comment apaiser le climat socio-politique? Enfin! La première chose, c'est la communication. Pouvoir se parler. Se dire les choses, convenir des choses. Mais des gens se parlent. Non, mais justement, ils ne se parlent pas. Autrement, l'un des outils qui aurait permis de comprendre que l'expérience, comment on l'appelle, l'expression est plurielle, c'est les médias que nous nous sommes donnés comme étant des médias d'État. C'est-à-dire que c'est vos fonds,
c'est vos impôts qui font tourner ces instruments, qui sont des instruments appelés des instruments d'État. Oui. Il faut que nos diversités se manifestent là. Que chaque soir, celui qui tourne le bouton de sa télévision se dise c'est ma télévision, non pas sa télévision en termes d'outils physiques, mais qui se reconnaissent dans ceux qui s'expriment et qui disent voilà. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a l'école. Il faut repenser l'école. Il faut repenser totalement l'école. Moi, je suis pédagogue. J'ai une longue expérience en matière d'éducation. Je vous dis que nous sommes en échec total sur ces questions-là. On a échoué. On a échoué. Sur l'éducation au Togo? Bien sûr. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Nous avons, au sortir de la colonisation, en 1975, mené une réflexion sur l'éducation. En 1975. Cela a fait l'objet d'un consensus. On s'est dit que le système tel que nous le connaissons, si nous le gardons en l'état, il ne va pas fonctionner. Les Togolais ont réécrit le processus. Et c'est ce qu'on appelle la réforme de 1975. Mais personne n'a osé mettre en œuvre cette réforme-là. Et cette réforme, aujourd'hui, c'est bizarre. Que ce qui est dit est tellement d'actualité que quand vous le prenez, vous dites, mais non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont chercher une solution alors qu'ils l'ont sous la main. Mais à d'autres moments, on a eu encore des choses pour pouvoir actualiser les choses. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'éducation est une affaire tellement sérieuse qu'elle ne peut pas être le fait des gouvernants. Ah oui, elle ne peut pas être le fait de gouvernants. Parce que c'est la chose qui nous unit, c'est le ciment qui nous permet de vivre ensemble. Quand on veut y toucher, il faut que ça soit le fruit d'une réflexion collective, qui est un consensus. C'est pourquoi dans tous les pays, pour parler de la question de l'éducation, il faut la voix de tout le monde. Ce n'est pas un truc inclusif, on prend deux syndicalistes ici, on ramasse deux associatifs amis, on s'assoit autour d'un truc, on crée un projet. Ce n'est pas du tout ça. Il faut écouter le peuple. C'est les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Oui, bien sûr. On est d'accord. C'est eux qui attendent des résultats. Est-ce que nous avons les moyens de les écouter? C'est l'État qui est chargé de mettre en œuvre ça. L'évaluation que l'État en fait, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, si vous regardez bien, nous ne sommes pas du tout dans le schéma. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous sommes des sociétés qui ne produisent pas. Ce sont des sociétés qui collectent plus ou moins les ressources et qui les revendent. Oui. Est-ce que nous pouvons vivre de ça éternellement? On vit de la cueillette. Oui. Je dis toujours on vit de la cueillette, c'est-à-dire que la nature nous a donné des choses, nous allons les prendre, puis nous les revendons et nous disons nous sommes riches. Non, nous ne sommes pas riches. Ce qui est la richesse d'un pays, c'est les hommes. Il y a tous les pays développés, vous prenez mon ami l'ingénieur Victor Afan nous l'a démontré à suffisance, que la plupart des pays sont développés non pas à cause de leurs ressources, mais à cause des hommes qu'ils ont formés. Et aujourd'hui, moi j'entends des gens dire partout, on se désespère des jeunes, etc. Oui, mais est-ce qu'ils ont entre les mains les outils pour pouvoir apprendre? Aller dans nos écoles pour voir la détresse. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, quand vous formez un enfant aujourd'hui, et c'est ce que nous disons dans le document, quand vous formez un enfant aujourd'hui, c'est pour un avenir. Oui, bien sûr. Peut-être proche. Mais celui dont nous avons besoin immédiatement pour régler nos problèmes là, il est où? Il n'est pas dans le système. Il doit être récupéré par un autre dispositif. C'est pourquoi quand on a mis l'alphabétisation sous éteignoir, on a compris que non, ça ne va pas. Parce que le charpentier, le bricoleur que vous prenez au bord de la route, qui a droit à l'éducation, lui aussi, même s'il a quitté le système, on doit lui trouver les moyens. Mais il n'a aucune occasion d'améliorer ses compétences. Pour voir, bon, dorénavant, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le métier, etc. On a besoin plus de lui pour produire aujourd'hui. Comme dit un de nos confrères. Or, nous mettons tout l'argent dans un avenir que nous ne voyons pas, alors qu'il y a à côté de nous des gens qui nous rendent des services quotidiennement et qui peuvent tirer bénéfice de notre système éducatif. Donc, quand on forme un enseignant, il faut le former dans nos pays. C'est une contrainte. Il faut le former comme enseignant, mais il faut aussi le former comme alphabétiseur. Pour terminer sur la question, nos écoles sont formées à quelle heure? À 17h30. Oui. Les structures servent à quoi? Et on va aller chercher de l'argent pour créer des apatams pour faire l'alphabétisation. Je dis non.
les installations doivent pouvoir servir à l'éducation. Dans le don de l'éducation. À l'alphabétisation. Une fois que l'école est fermée, il faut qu'on ouvre l'école pour d'autres personnes qui ont besoin encore d'aller apprendre et qui peut-être demain viendront régler nos problèmes. C'est ça un peu le... Là-dessus, puisqu'on parle de l'école, on peut parler aussi de la jeunesse. Je veux faire réagir sur les derniers propos du président Faure Gnassingbé en visite en Corée, quand il a pris la parole pour dépeindre ou peindre la jeunesse. Alors, je réagirai de façon universitaire. Oui, bien sûr, justement. J'ai eu l'audio. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit, mais j'analyse. Qu'est-ce qui peut amener mon représentant au sommet de l'État à déclarer cela en direction de la jeunesse? Qu'est-ce que nous avons pu faire à nos jeunes pour qu'ils puissent arriver à cette déclaration-là? Si tant il est vrai que c'est ça qu'il a dit, c'est ce que je dis, hein, c'est l'a priori. Bien sûr, parce que c'est sur les canaux. Mais s'il ne l'a pas dit dans ce contexte-là, alors chiche, il faut plutôt que nous cessions ce débat-là et qu'on passe à autre chose. Ça ne doit pas nous occuper. Ce qui doit nous occuper, c'est le contenu, si ça s'avérait. Alors, je dis oui, le jeune est à l'image du pays. Qu'est-ce qu'on l'offre chaque matin? Quelle alternative on lui propose? Qu'est-ce que la société lui donne de valorisant pour qu'il se sente suffisamment pour ne pas aller faire ce que nous pensons être la mauvaise? Dans beaucoup de pays que nous connaissons aujourd'hui, où l'État est absent totalement de certaines parties du pays, mais les autres groupes se sont installés facilement. Et c'est ce que nous combattons dans le Sahel depuis longtemps. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas les services sanitaires, vous n'avez pas d'enseignants, etc. Quelqu'un vient vous propose contre monnaie de donner ce que vous voulez et qu'il s'installe chez vous. Ben, qu'est-ce que vous pensez? Parfois, il vient peut-être en faisant un forage chez vous. C'est lui qui a fait le forage. Oui, bien sûr. Vous lui devez de l'eau. Exactement. Mais c'est ça, c'est comme ça que l'État est en train d'être déstabilisé en Afrique et nous ne prenons pas conscience de ce que ça représente. Il faut donner des perspectives.